Bienvenue dans votre édition régionale. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Gérald Darmanin et Jean-François Carenco à Saint-Martin pour un accord entre la France et le Royaume des Pays-Bas. Un accord a été signé pour délimiter les parties françaises et néerlandaises de l'île. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a également rencontré le président de la collectivité. Des légumes et des boissons sucrées, mais moins de fruits et de produits laitiers que dans l'Hexagone. L'INSEE révèle les habitudes alimentaires des Guadeloupéens dans une enquête. Ces derniers consacrent 23% de leurs revenus à ces dépenses. Les premiers coups de pédale du Grand Prix Boris Carène, 3 jours de compétition, avec ce soir le prologue dans les rues de Bémao. 120 coureurs en lice. Nous serons en direct de Jarry dans ce journal. Et puis Jean-Marc Ayrault en Guadeloupe pour les commémorations du 27 mai. Le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a rencontré Harry Chalus à la maison Toll, à Besson, au Gosier. Gérald Darmanin est en déplacement jusqu'à dimanche dans les îles du Nord, accompagné de son collègue délégué Jean-François Carenco. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a débuté sa visite à Saint-Martin. Il a signé l'accord fixant la frontière entre les parties françaises et néerlandaises de l'île. Un moment solennel, on retrouve sur place nos correspondants Hervé Pédurand et Ronnie Maletti. Après avoir négocié pendant 4 ans, les signataires de cet accord ne sont pas peu fiers de leur opération aujourd'hui. Jugez plutôt pour la première ministre de Sint Maarten, Silveria Jacobs, il s'agit ni plus ni moins du triomphe de la diplomatie et du respect mutuel. Louis Mussington s'est quant à lui félicité de ce que cela va renforcer des liens de coopération entre les deux parties de l'île. Même avis pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui se félicite donc que ce traité vienne à la suite d'une rencontre bilatérale entre la France et les Pays-Bas au mois d'avril dernier et aussi du renforcement de la coopération entre Marigot et Sint Maarten. Cela va permettre de travailler sur pas mal de dossiers comme celui de la sécurité où il sera bientôt acquis un droit de poursuite en mer de certains trafiquants, d'un côté comme de l'autre, vers la partie voisine. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu dès son arrivée au siège de la collectivité, rencontre express d'une demi-heure avec Louis Mussington, le délégué Outre-mer et le préfet de région pour évoquer les chantiers de Saint-Martin, sécurité, développement économique, eau. Rien n'a filtré de cette rencontre. Le président de la collectivité espère que les ministres seront à l'écoute des préoccupations. Louis Mussington est interrogé par Lydia Quérin et Ronnie Maletti. Nous allons demander une modification de la loi organique. L'architecture institutionnelle sera revue, plus de mesures en termes de compétences, l'élargissement de notre champ de compétences, la compétence de l'environnement, le dossier du RSA, modalité de paiement de cette allocation. Il y a aussi la question du bilinguisme, le développement de l'enseignement bilingue sur le territoire de Saint-Martin. Ensuite, il y a la question d'un traité de coopération, un véritable traité de coopération entre les deux parties de l'île. Donc voilà quelques sujets qui pour nous ont une importance majeure pour permettre à la collectivité d'être mieux équipée pour pouvoir assumer le développement économique, culturel et social du territoire de Saint-Martin. Gérald Darmanin qui poursuivra sa visite demain à Saint-Martin avec un volet sécurité. Fin de déplacement en revanche pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est arrivé ce soir en Martinique. Avant son départ, il s'est entretenu ce matin avec les assureurs de l'archipel sur les enjeux d'assurance dans le contexte du changement climatique. Éric Schimpfling. 5 milliards d'euros, c'est le montant estimé des dégâts prise en charge par les compagnies d'assurance après le passage du cyclone Irma sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans la nuit du 6 au 7 septembre 2017. Une facture qui, changement climatique oblige, en appelle d'autres peut-être aussi élevées. Le gouvernement cherche donc à anticiper et à éviter un possible refus des assureurs de prendre en charge les prochains dégâts climatiques. Nous allons confier dès maintenant une mission d'information à des scientifiques, des spécialistes du climat, des spécialistes de l'assurance, et nous remettrons les conclusions de leur rapport d'ici la fin de l'année, et ils doivent nous faire des propositions pour garantir que tout le monde en France puisse continuer à être assuré malgré le changement climatique.
Des propos que Bruno Le Maire a pu largement développer ce matin lors d'une rencontre à Liedom avec les représentants des compagnies d'assurance présentes sur la zone anti-Guyane. Une rencontre qui n'était pas ouverte à la presse et qui n'a donné lieu à aucune déclaration du ministre à la sortie. Les assureurs, eux, entendent d'abord pérenniser et développer le dispositif catastrophe naturelle. Or, les Antilles sont en retard. Pour bénéficier de ce régime des catastrophes naturelles, il faut que les gens soient assurés. Et en Guadeloupe, mais d'ailleurs c'est valable pour l'ensemble des Antilles, des Caraïbes et même des Outre-mer, c'est qu'on est sous-assuré. Là où au niveau national, c'est 97% des personnes qui sont assurées pour leur maison. On se rend compte, on a constaté, notamment après des événements comme Irma, comme Fiona, que c'est de 50 à 60% des habitations qui sont assurées. Donc il manque beaucoup de matière sur ce plan-là. Donc beaucoup de personnes ne peuvent pas bénéficier du régime des catastrophes naturelles. C'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage que l'activité pour la prochaine saison cyclonique s'annonce relativement moyenne, avec néanmoins jusqu'à 4 cyclones majeurs. Le tourisme de croisière se porte bien chez nous avec 223 escales et plus de 300 000 passagers. La saison 2022-2023 affiche un bilan hautement positif. C'est donc un retour gagnant pour le secteur après le Covid. Et la saison à venir s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Une conférence de presse était organisée ce matin. En bref, l'agression du maire de Petit-Canal, Blaise Mornal, a été pris à partie ce matin par une riveraine mécontente. Elle n'aurait pas accepté que la commune installe des chapiteaux en bordure de son terrain et s'en est prise à la voiture de l'édile. La lunette arrière du véhicule a été brisée par un jet de pierre. Blaise Mornal a déposé plainte à la mairie de Port-Louis. L'auteur de l'agression a été immédiatement placé en garde à vue. À noter qu'un policier municipal a aussi été blessé. Un événement qui suscite une vive émotion dans la commune. Et puis cette découverte macabre à proximité de l'EHPAD de Ravenschaud à Lamentin. Le corps d'une femme d'une 50aine d'années a été retrouvé sur le bas-côté de la route. La victime de nationalité haïtienne présentait de nombreuses lésions causées peut-être par une chute ou par une percussion selon les forces de l'ordre. On en vient à cette étude sur les habitudes alimentaires des Guadeloupéens. Selon l'INSEE, ils y consacrent près de 23% de leurs dépenses. Les Guadeloupéens achètent moins de produits laitiers et de fruits que les ménages de l'Hexagone, mais plus de légumes et de boissons sucrées. Jackie Massico, Ludovic Guédu. Avec une inflation galopante et la flambée des prix qui touche en particulier l'alimentation, manger sainement est devenu un luxe, alors on mange comme on peut dans un pays où de nombreux ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est d'autant plus vrai pour les familles les plus modestes dont les assiettes sont de moins en moins bien garnies. Ces ménages-là consomment moins de produits laitiers, par exemple, moins de boissons sucrées. En revanche, moins de fruits aussi également. Voilà. En revanche, quand on regarde sur les produits transformés ou ultra transformés, cette catégorie-là aussi consomme moins parce que c'est des produits beaucoup plus chers. Contrairement à la population jeune qui, elle, est attirée par ce type de produit. Pourtant, en moyenne, les ménages ont consacré en 2017 22,4% de leur budget à l'alimentation qui constitue la principale dépense. Et si les plus modestes en font l'économie, en Guadeloupe, on consomme beaucoup plus de volailles, de produits sucrés et transformés que dans l'Hexagone. Chez nous, on consomme moins de produits laitiers et de fruits, plus de légumes et plus de boissons sucrées. Voilà, ce sont ces choses qui sont assez connues, pas surprenantes. Par ailleurs, en termes de céréales, on est un fort consommateur de riz aussi. On consomme plutôt moins de bœuf en Guadeloupe, mais plus de poulet et de porc. Si on regarde sur les produits transformés ou ultra transformés, de façon globale, en Guadeloupe, on en consomme moins par rapport à ce qui se passe en Hexagone. En revanche, si on se restreint à la population des moins de 35 ans, là, on se rend compte qu'on en consomme plus que la population en Hexagone.
L'INSEE observe une forte consommation de riz, de sucre et d'huile, autant de viande que dans l'Hexagone, mais beaucoup plus de poissons. Reste que d'une génération à l'autre, les comportements alimentaires changent. Au-delà du contenu de l'assiette, sans doute est-ce la qualité des produits qui importe le plus. Dans un pays devenu de plus en plus sédentaire, l'alimentation est source de nombreuses pathologies. Obésité, hypertension artérielle, mais l'alimentation, c'est aussi et surtout dans bien des cas les conséquences de la rémanence des pesticides et du chlordécone. Place à l'un des rendez-vous sportifs du week-end. La 3e édition du Grand Prix Boris Carène débute ce soir avec un prologue dans les rues de Bémao. 120 coureurs au départ. Et on retrouve sur place Luc Archimède. Bonsoir Luc. Les hostilités ont commencé il y a quelques minutes. On va dire que la compétition a commencé, Christelle. Bonsoir. Effectivement, nous sommes ici à Jarry où se dispute le prologue de cette 3e édition du Grand Prix Boris Carène. Et depuis un peu moins d'une demi-heure, les garçons se sont élancés sur ce parcours qui va sur 3 km 900 entre le départ ici au niveau du boulevard de Hohelbourg et le retour au même niveau. 120 coureurs au départ pour une compétition de 439 km. 3e édition du Grand Prix Boris Carène. Une compétition qui monte en gamme puisqu'elle est désormais inscrite au calendrier fédéral avec les obligations qui vont avec. Une compétition qui, comme d'habitude pour le cyclisme en Guadeloupe, a fait venir un nombre très important de spectateurs tout au long des rues de la zone industrielle de Jarry. Et que dire du programme de demain et d'après-demain qui devrait encore attirer la grande foule. En tout cas, ici, c'est la fête. La compétition a bien commencé. Elle va durer jusque tard dans la nuit. Et pour l'instant, c'est le Barbadien Kelly Joshua qui en 4,42 est leader du classement général provisoire. Il devance Émilien Clerc du WC Lucéen et Tony Chris Vanoni en 4 minutes 52. Mais nul doute que d'ici à 21h, ce classement va bouger. On se retrouve dans quelques minutes, Christelle. Merci Luc, on vous retrouve également après ce journal avec Christian Danquin pour nous faire vivre ce prologue dans notre page spéciale consacrée au Grand Prix Boris Carène. Ce sera après le journal créole. Demain, nous serons le 27 mai, une date importante dans l'histoire de la Guadeloupe. L'esclavage et la traite négrière ont été abolis ce jour de 1848. Des événements commémoratifs sont prévus un peu partout dans l'archipel. Jean-Marc Ayrault, le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, participera à la cérémonie de commémoration de Delgrès. L'ancien Premier ministre a été reçu ce matin à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Et cet après-midi, Jean-Marc Ayrault a rencontré Harry Chalus à la Maison Toll, à Besson, au Gosier. Une rencontre pour mettre en lumière le projet de centre régional des musiques et danses traditionnelles à Jacqueline. Gervais Nietzsche, Mourad Bouretima. Attention soutenue, Jean-Marc Ayrault écoute des explications fournies par un responsable de la Maison Toll, un haut lieu de la culture guadeloupéenne. Dans l'atelier des tambours, il se montre particulièrement curieux. Alors, quelle est la caractéristique de ces tambours-là ? Les tambours exposés ici ont été fabriqués par Yves Toll, un des anciens propriétaires de cette maison. Ces instruments représentent les patrimoines matériels et immatériels de la Guadeloupe. Pour Jean-Marc Ayrault, il est important de les valoriser au-delà des Antilles. Les tambours symbolisent pour moi une forme de résistance. Les personnes mises en esclavage qui subissaient des violences terribles avaient ce ressort, cette capacité à défendre une dignité en partant de ce qu'ils avaient appris dans leur pays d'origine. Nous encourageons tout ce qui va valoriser le patrimoine matériel et immatériel. Le tambour, c'est une trace, mais une trace vivante. Et donc une chance aussi pour notre vivre ensemble. C'est à l'invitation du président du conseil régional que Jean-Marc Ayrault visite la Maison Toll, propriété de la région Guadeloupe depuis décembre 2021. Harry Chalus a besoin de conseils et de l'expertise de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. L'objectif, créer un lien entre le Memorial Act et la Maison Toll dans le cadre d'un projet ambitieux. Nous voulons faire effectivement un parcours touristique en Guadeloupe sur toute la culture en lien avec le conseil général et cette maison est le bienvenu pour pouvoir illustrer un peu notre volonté. C'est en mettant en place au niveau du Memorial Act un conseil scientifique. Ici, nous aurons une cellule scientifique aussi, que nous allons pouvoir effectivement marier tout cela ensemble et faire vraiment jaillir
la culture guadeloupéenne au niveau international. Dans le circuit touristique imaginé par le président du conseil régional de la Guadeloupe, la Maison Toll pourrait constituer une escale importante, un lieu dédié aux danses et musiques traditionnelles de l'archipel. Le mois de mai qui nous plonge dans les racines du passé à l'approche de ce 27 mai. Coup de projecteur sur ces hommes et femmes qui questionnent leurs origines et filiations. Le marie-galantais Bernard Leclerc en fait partie. Sur les traces de ses ancêtres, le reportage de Lise Delmar. Nous allons directement donc au cimetière de Grandbourg. Oui. Donc on va donc visiter, rendre une petite visite donc à l'ancêtre arrivé à Marie-Galante et à son fils, mon grand-père directement, donc Louis Dendélé. La tradition congolaise veut qu'on garde toujours en contact avec les ancêtres sur tout ce qu'on fait. Bernard Leclerc nous amène à la rencontre de ses ancêtres. Une longue et lancinante quête qui l'amène aujourd'hui à se reconnecter avec ses gènes, avec son être. Des pas qui le réconcilient, l'apaisent, un ancrage, parce que le bateau familial a bien un port d'attache. Ce moment de recueillement sur la tombe de son grand-père. Dendélé, c'était francisé, donc c'est Dendélé, à l'origine c'est Ndendélé sur les premiers papiers qu'on retrouve. Donc c'est un patronyme qui interpelle parce que ça n'a rien de français. C'est pas banal. Et quand on lit un petit peu l'histoire de Marie-Galante, on sait qu'il y en a eu 6000 qui sont arrivés de 1860 à 1890. Il y a les Maès, il y a les Sombé, il y a les Sumbo, il y a les Dongal. Donc je veux dire, je ne m'approprie pas seul cette histoire, mais nous devons la connaître et savoir que nous avons un lien, je dirais, étroit avec l'Afrique. Et c'est important de savoir. Madame Dixit, c'est Bernard Leclerc. Paulette Dixit, née d'Andelé, 103 ans, dont le père était le frère du père de Bernard. Cette visite, un contact physique qui fait que l'on se rapproche de son histoire, de son essence, de sa naissance, de l'Afrique. Alors, impossible pour Bernard de ne pas partager avec Paulette cette vidéo. C'était en janvier au Congo. Un retour auprès des siens qui vibrent encore en lui, dans ses cellules, comme une renaissance. Mais notre périple mémoriel ne s'arrête pas là. À Saint-Louis, le moulin de Mayumbe nous attend, majestueux, lumineux, comme s'il voulait nous livrer une parole silencieuse que Bernard Leclerc se charge d'expliciter. On voit ici une appellation en Kikongo, Mayumbe, et sachant que le lieu existe aussi au Congo-Brazzaville dans le pôle, et il y a même une source d'eau minérale avec des bouteilles marquées eau de Mayumbe. Ça prouve tout simplement que des Congolais arrivés sous contrat, ou même les Africains qui sont venus pendant l'esclavage, ont pu imposer, je dirais, un lieu dit portant en Kikongo, donc le nom, un nom africain. Et je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut souligner, et c'est une victoire quelque part. L'histoire de Bernard Leclerc nous exhorte à nourrir nos racines avec de l'engrais, afin de faire germer des pousses de fierté. Votre rubrique C'est chez vous ce soir dans ce journal. Aujourd'hui, escale à Gourbert. L'une des richesses de la commune vient de son paysage vallonné et montagneux et de ses ressources en eau. Exploration et découverte d'une pépite de la nature avec Marilyn Plaisir, Rémi de France et Frédéric Perron. À Gourbert, à plus de 600 mètres d'altitude, il est un lieu où l'eau coule à flot. La rivière du Galion, où nous nous trouvons, fournit près de 13% de la consommation en eau de la Guadeloupe. C'est l'une des sources qui se tarit le moins, au cœur de la forêt. Avec un géophysicien, nous allons tenter de percer le mystère. Nous sommes dans une vallée, la vallée de la rivière Le Galion, qui se situe entre Saint-Claude et Gourbert.
on va passer au-dessus du premier bassin afin de rejoindre la rivière un peu plus en hauteur et les bassins et les points de captage actuels du Galion. Alors, nous sommes ici sur les contreforts, donc vraiment sur le complexe volcanique le plus récent de la Guadeloupe. Et on peut observer en fait des blocs de pierre qui viennent directement de remontées volcaniques. Il faut imaginer que dans cette zone, par forte pluie, on peut se retrouver avec 6 fois plus d'eau qu'en temps normal. Et donc en fait, on a l'eau de la rivière qui monte et on a à l'intérieur du canyon, de part et d'autre, de l'eau qui ruisselle. On est à 3, 4, 5 km du massif de la Soufrière. Donc on est dans une zone où on a un certain nombre de ramifications, on a beaucoup d'affluents qui arrivent sur le Galion. Et on est dans une zone qui a été modifiée par l'homme, modifiée pour pouvoir permettre la captation des eaux. On est vraiment dans la dernière portion du Galion qui rentre directement sur le dôme de la Soufrière. L'eau n'est pas également répartie sur le territoire guadeloupéen, et donc on a des endroits où on a beaucoup d'eau, parce qu'en fait, c'est des endroits qui sont capables de capter l'eau, et en particulier le dôme de la Soufrière et le dôme de l'Échelle. Une partie de l'eau vient directement du ruissellement, de la pluie qui tombe ou de l'eau de la rosée du matin, et une autre partie, c'est de l'eau qui a pénétré le sol et qui va s'écouler au fil du temps, au fil des jours, au fil des mois, et qui va remonter sous forme de source et s'accumuler et donner ce genre de petites cascades. L'eau de la rivière du Galion alimente les foyers qui vont de Gourbert à Saint-Claude en passant par Basse-Terre. Et ici, dans cette plaine, les agriculteurs avec leurs champs de bananes et leurs cultures maraîchères sont les tout premiers usagers de cette eau venue des montagnes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Gérald Darmanin et Jean-François Carenco à Saint-Martin pour un accord entre la France et le Royaume des Pays-Bas. Un accord relatif à la frontière délimitant les parties françaises et néerlandaises de l'île. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a également rencontré le président de la collectivité. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 6h avec Josiane Champion. À 7h, vous pourrez suivre en direct sur nos antennes le départ du relais interentreprise. Et puis à partir de 9h20, Guadeloupe la Première vous propose 4h30 de direct. Un 27 mai au cœur du pays Guadeloupe avec des débats et une multitude de duplex sur les grosses manifestations de cette journée mémorielle. Ne ratez pas ce rendez-vous, restez avec nous. Tout de suite, le journal créole de Jackie Massico, suivi de notre page spéciale Grand Prix Boris Carène. Je vous retrouve dans une poignée de minutes. À tout à l'heure.